Allez, je crois qu'on va pouvoir démarrer. Tout va bien. Le temps, peut-être qu'une ou deux personnes s'installent, mais c'est pas grave, on y est. Vous déplacez les foules, Monsieur Plenel, depuis hier à Saint-Dié-des-Vosges, où vous avez, pas tout seul, mais déjà rempli une cathédrale. On reviendra là-dessus, le lieu, la cathédrale. Et puis voilà encore du monde pour vous. Je me posais la question de ce qui faisait et déplacer les foules pour vous voir, pour vous entendre. Et je me disais qu'il y a plein de choses. Il y a déjà, bien sûr, le monsieur Mediapart, le journaliste qui fait toujours le pas de côté. Je crois qu'on aime bien aussi. Donc c'est celui qui dérange, qui n'est pas toujours consensuel. Bien évidemment, il y a ce nouveau livre qui peut aussi déranger par le propos, mais qui est en tout cas un livre qui pose des questions, qui s'adresse à l'Europe, qui questionne, mais qui va aussi beaucoup plus loin. Et moi, je me disais que, bien sûr, vous venez certainement entendre Monsieur Plenel sur ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, on en parlera, mais pas seulement, parce que ce qui, je crois, vous fait regarder le monde d'une certaine manière aujourd'hui, c'est parce que vous avez un long parcours, un bagage constitué de plein de choses, de l'exil, des voyages, de certainement des différences, d'un engagement très jeune, je crois aussi, de parents qui ont constitué des choses, qui ont permis des libertés, je crois aussi. Il y a certainement le sentiment de l'étrangeté, de l'étranger que vous avez en vous, celui qui a vécu 10 ans en Martinique. Donc il y a aussi cette langue étrangère. Il y a celui qui a vécu en Algérie. Et tout ça, je crois, fait voir le monde avec ce fameux pas de côté. Et le monde peut-être toujours en étranger. Vous nous le direz peut-être. Et puis, il y a, je crois, j'en suis convaincue, un grand lecteur. Vous citez des écrivains dans ce nouveau livre qui pourrait être un pamphlet, qui d'ailleurs est un pamphlet, qui est un coup de colère, mais pas une résignation non plus. Mais vous citez des auteurs, vous citez Camus, entre autres choses, et vous citez non pas un écrivain, mais un grand monsieur que celles et ceux qui viennent au Festival de géographie connaissent forcément, Élisée Reclus, dont je crois vous avez fait votre maître à penser, à vivre depuis déjà quelques années. J'ai même retrouvé un article dans Le Monde qui date de 2005, c'est bien ça, dans le magazine, effectivement, de quelques pages sur tout l'amour que vous portez pour Élisée Reclus. On verra ce que vous avez en vous d'Élisée. Ça pourrait être une chanson, le titre d'une chanson. Mais peut-être une toute première question. Si vous deviez vous-même faire un petit portrait de vous, qu'est-ce que vous diriez d'Edoui Plenel aujourd'hui? J'en ai fait un rapide, j'ai dit des choses, sans aller dans le... C'est pas le personnel que je veux, mais on est journaliste aussi comme on a été dans la vie et comme on est dans la vie. Bonjour à tous et merci d'être là et merci de vos mots parce que, au fond, je crois que vous avez tout compris et que vous dites peut-être ça mieux que moi. Il y a un mot que j'aime bien qui est, vous avez dit pas de côté, qui est l'échappée. En créole, on dit ou qu'échapper. Dans la poésie qui nous vient des Caraïbes, en français, j'ai évidemment aimé Césaire et Édouard Glissant dans mon panthéon, mais il y en a un autre qui était un très grand poète et qui fut un homme qui a tenté d'éviter la catastrophe européenne, qui venait du côté de la plantation. De l'autre côté, du côté de la domination, c'est Saint John Perse, qui fut longtemps secrétaire général du Quai d'Orsay auprès d'Aristide Briand dans l'entre-deux-guerres, tentative de la Société des Nations. Il y a un mot en créole, à un moment dans sa poésie, langue qui était aussi la sienne, « bas-moi lait, donnez-moi de l'air, laissez-moi respirer ». Donc, mon histoire, sans l'avoir déterminée, est en effet une histoire d'échappée. Je revisite
l'âge venant, un événement fondateur que j'ai jusqu'à ce que ma fille ait cet âge, que j'ai vécu et raconté et partagé comme un immense moment de liberté et d'audace de mes parents. Quand mon père, qui est simplement n'était pas un militant, c'était un agrégé de géographie, qui est devenu un haut fonctionnaire. Il était le plus jeune inspecteur d'académie de la France qui était encore coloniale, et il se retrouve patron de l'éducation en Martinique. Bon, il y a un drame comme existe souvent dans l'outre-mer avec des jeunes qui sont tués, et mon père dit qu'il est une autre France, pas celle qui a tué, voilà. Mais c'est pas un militant, c'est simplement, comme disait Camus, un homme révolté, c'est un homme qui dit non. Il dit non à un non de principe, sans calcul. Ça va lui valoir pas mal d'ennuis par la suite. Mais les ennuis, en l'occurrence, c'est qu'il a fallu quitter cette île qui a été mon pays d'enfance. Et quelques mois après, découvrant le premier hiver français en banlieue parisienne, avec un instituteur qui avait une blouse caricature, qui avait une blouse grise, qui donnait des coups de règle, etc. Je dis à mes parents, non mais ça va pas. Et c'était un jour de congé, il y avait des amis antillais qui étaient de passage, et mon père dit, mais fais ta valise. Et j'ai fait la valise pendant la sieste de mes parents, habitude qu'ils avaient gardé des contrées où on sait vivre comme ça. Et quand ils se sont réveillés, ma valise était prête. Donc, je la fais courte, mais à 8 ans, m'enchapper. Ma fin de ma vie antillaise a été dans une famille martiniquaise. J'ai retrouvé mon institutrice chérie, Madame Montalin, dans les petites classes du lycée Schellcher. Bon, voilà. Chaque fois que je racontais ça aux gens, ils disaient, mais tes parents, ils t'ont laissé... Il n'y avait pas d'Internet, hein, il n'y avait rien. Hein, donc pendant 1 an et demi, je n'ai eu aucune relation avec mes parents, même de téléphone, tout ça. Hein, j'ai parti, puis j'étais de l'autre côté. J'ai vécu ça, moi, comme quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien et comme une grande audace de mes parents. Évidemment, réfléchissez tous, est-ce qu'un enfant, à 8 ans, vous allez le laisser filer comme ça? Je n'ai pas essayé de percer les mystères qu'il y a pu y avoir du côté de mes parents pour avoir cette liberté, parce qu'ils m'aimaient et ils ont été très affectueux. Mais je pense que c'est une histoire fondatrice, voilà, qui m'a construit comme ça, à l'insu de mon plein gré. Comme, qui est voilà, ne pas se laisser prendre. Je sais très bien que le métier que je fais, comme disait Albert Londres, hein, c'est porter la plume dans la plaie. Notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie, disait Albert Londres, qui n'était pas un radical, qui était simplement un grand reporter de l'entre-deux-guerres. Je sais que ce métier crée des polémiques, blesse des personnes, en met beaucoup en colère, me vaut, comme je dis souvent, j'ai l'impression d'être une poupée vaudou, où toutes sortes de gens qui ne me connaissent pas piquent des épingles. Donc un jour, je suis agent de la CIA, un autre jour, je suis pape de l'islamo-gauchiste, un troisième, je suis... Peu importe. Voilà, je vis avec ça. Bon, mais en fait, je pense que je vis d'autant plus avec ça que je ne donne pas prise. Et je pense, pour dire, chacune et chacun sait pourquoi il est venu ici, mais je pense que si des personnes viennent écouter ce que j'ai à dire, c'est parce qu'ils voient l'itinéraire de quelqu'un qui a fait ce qu'il devait faire. J'ai fait du journalisme un engagement, je l'assume, je l'ai raconté. Je n'ai jamais rien caché de mon passé, de mes erreurs, y compris, on a fait un podcast à un moment de la transmission à Mediapart où il m'interroge, et il n'y a jamais de mauvaises questions, y compris sur les fautes que j'ai pu commettre ou les polémiques que j'ai pu faire. Et je pense que, voilà, nous sommes tous des spécimens ordinaires de l'humaine condition. Hein. Je ne peins pas l'être, je peins le passage. C'est Montaigne. Hein. Voilà, au fond, je crois que vous toutes et tous, vous vous reconnaissez en disant, bah, tiens, il y a un itinéraire de quelqu'un qui me parle, qui a fait son chemin, qui a assumé... les coups que ça devait faire. Je dis souvent qu'un journaliste doit avoir la morale d'un boxeur. Alors, c'est quoi la morale d'un boxeur? C'est pas apprendre à donner des coups, c'est apprendre à encaisser. Donc voilà. Et puis voilà.
en espagnol, ça donne un poème de Antonio Machado, Caminante no hay camino. Hein, toi qui chemines, il n'y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant. On va peut-être en parler sur le contexte que nous vivons. Je pense que c'est une très belle phrase de Victor Hugo que Patrick Boucheron avait popularisée dans Les Misérables. Étonner la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait. Tenir tête, tenir bon, c'est l'exemple que dont les peuples ont besoin, disait Victor Hugo. Et ce passage de Victor Hugo m'émeut beaucoup. Étonner la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait. Dieu sait si la catastrophe, elle n'est pas devant nous, elle est là, à tout point de vue, on pourra la décliner. Et c'est un passage où il parle de Gavroche. Gavroche, pour moi, c'est le symbole de Mediapart. C'est le crieur de journal. Demandez, lisez, dernière nouvelle, exclusivité, révélation. C'est un gamin des rues, le gamin des rues qui vient vendre le journal. Bon, évidemment, Gavroche, il va mourir sur la barricade, mais c'est l'éternelle jeunesse, voilà. Donc voilà, en fait, je vais vous dire, c'est vous qui me faites du bien, voilà. On va rester un peu sur Mediapart quand même, parce que vous avez décidé, est-ce que c'est une échappée pour le coup, de partir, de confier Mediapart? C'est encore une échappée ou qu'est-ce qui s'est passé? Et je dis d'autant plus qu'avec ce qu'il se passe dans le monde depuis quelques années, il y a des choses à faire encore à Mediapart. Est-ce qu'il y a aussi des moments où vous aimeriez y retourner? Non, mais je ne quitte pas Mediapart au sens, comme je dis souvent, Mediapart, c'est l'accomplissement de ma vie. J'ai pris des coups, des défaites. Vous connaissez l'histoire des 25 ans qui ont été des très belles années au monde. Un de ceux qui m'ont accompagné, qui était adjoint, Jean-Yves Lomo, est décédé. J'ai une pensée pour lui, il est décédé mercredi. Cette histoire s'est terminée mal et elle s'est terminée par la perte de l'indépendance financière du monde. À un âge déraisonnable, j'ai 55 ans quand on a lancé Mediapart. Et je me méfie de tout le monde, parce qu'il y a tout un monde qui se dit, il est sorti, on a réussi à le faire sortir par la porte, on ne va pas le laisser rentrer par la fenêtre. Je rappelle que c'était les années d'avant l'élection de Nicolas Sarkozy, un de nos amis préférés à Mediapart. Voilà. Et du coup, voilà, on a relevé ce défi, c'était une échappée à nouveau, et ça a réussi. Et ce défi, il fallait montrer à tout le monde. Pour moi, il y a souvent un malentendu. Mediapart, le journalisme d'enquête, le journalisme d'impact, je savais faire et je savais que nous saurions faire. En revanche, le défi de Mediapart, pour moi, est un défi qu'on ne raconte pas souvent dans la presse française, qui est un défi d'entrepreneur. J'ai voulu montrer qu'on pouvait créer de la valeur en faisant du journalisme, créer des emplois, créer de la confiance, créer un modèle pérenne et sain. Mediapart ne vit que de ses abonnés. Mais du coup, cette réussite, il fallait montrer qu'elle puisse être durable et qu'elle ne m'appartient pas. Ce n'est pas mon histoire personnelle, ce n'est pas un capital personnel. Et donc, j'ai inventé cette structure non lucrative qui s'appelle le Fonds pour une presse libre, qui permet que Mediapart n'ait plus d'actionnaires, soit totalement hors du jeu du risque financier. Mediapart, qui est très rentable depuis 14 ans, Mediapart n'appartient à personne, sinon à ce fonds non-profit, comme on dit en anglais, ce fonds non lucratif qui aide par ailleurs le pluralisme de la presse. Une fois réussi cette sanctuarisation, le capital de Mediapart est incessible, non spéculable, et Mediapart a comme obligation de faire un trésor de guerre, de faire des réserves financières en cas de malheur. Il fallait faire l'autre étape, qu'en général, notamment les hommes, et notamment les hommes de pouvoir, et encore plus les hommes qui font de la politique, moi je fais quelque chose de citoyen, mais en fait, qu'est-ce qu'ils ne savent pas faire en politique ? Lâcher. D'ailleurs, quand il y a eu le pot de départ, je me suis amusé à faire toute une énumération des âges de gens qui gouvernent le monde. Voilà. Bon, alors la jeunesse n'est pas forcément une excuse. Nous en faisons peut-être l'expérience depuis quelques années. Voilà. Mais donc du coup, c'était un défi, c'était de montrer qu'on pouvait organiser une transmission. Et une transmission, j'ai vécu ça, je sais combien notre profession est une profession narcissique.
est une profession où il peut y avoir des enjeux de pouvoir derrière la gloriole personnelle. J'ai vécu ça au Monde. Les crises économiques se sont traduites par des batailles de pouvoir. Et donc, je voulais montrer qu'on pouvait arriver à organiser une transmission, une transition en bon ordre, qui soit à l'image de l'organisme vivant qu'était ce journal. Sans que nous l'ayons décidé, mais ça dit aussi quelque chose de notre époque. On se retrouve aujourd'hui dans une entreprise qui est globalement paritaire, avec un quatuor de femmes à sa tête, ce qui n'est jamais arrivé dans la presse française. Les 2 co-directrices éditoriales, Lénaïque Bredou et Valentine Auberti, la directrice générale, Cécile Sour, et celle qui m'a succédé, Karine Fouteau, qui était journaliste. Nos statuts exigent que la personne qui préside la société et qui est responsable du contenu du journal soit journaliste, soit pas extérieure à notre métier, et c'est Karine qui a pris la suite. Et tout ça s'est fait pas du tout par une décision autoritaire, par des discussions, en bonne entente avec, par exemple, celui qui est un peu la tête de gondole, la figure vedette de l'investigation à Mediapart, que vous connaissez parfaitement, qui est Fabrice Arfi, et qui continue à faire des scoops. Pour les plus anciens, il y a quelques gens de ma génération, vous avez vu que notre dernier scoop, c'est même sur des affaires d'il y a 45 ans, sur la mort de Robert Boulin. Voilà. Donc, grâce à une plaque d'immatriculation, une vraie enquête, et Fabrice, par ailleurs, je vous le signale, sort un formidable livre qui s'appelle La troisième vie, sur une enquête inaboutie. Alors, du coup, on ne l'a pas publié à Mediapart. C'est une enquête qui est exceptionnelle et qui vous passionnera parce que c'est autour d'une histoire d'espionnage, mais d'une histoire politique qui concerne Charles Hernu, Villeurbanne. C'est écrit comme... C'est une histoire vraie, mais c'est formidable et ça m'émeut beaucoup puisque Fabrice Arfi, j'ai été rubricard police pendant 10 ans, et Fabrice, qui est le jeune, vraiment le talent révélé par Mediapart, en fait, m'avait fait signe. Et il m'avait fait signe parce qu'il m'a connu gamin quand j'étais rubricard police et que son père était à la brigade financière et que j'avais des rendez-vous parce que c'était une de mes sources sur la corruption. Et ce jeune garçon, voilà. Donc voilà, c'est comme ça, il y a des transmissions comme ça, étonnantes qui sont... Voilà, donc oui, c'est une échappée. Alors après, moi maintenant, Mediapart souhaite que je continue à contribuer, mais il ne faut surtout pas, vous savez, le fondateur qui lâche, et puis il est comme un imam caché, il embête. Il faut vraiment montrer que c'est possible. Par ailleurs, je vais évidemment faire parfois des vidéos, des articles, et puis aussi inventer une autre vie. Peut-être dans cette autre vie, j'ai 72 ans, et il y a une horloge biologique, on le sait tous, à laquelle il faut être raisonnable sur tout ça. J'ai un livre rentré, et dont j'ai le titre, parce qu'ils étaient plusieurs, donc c'est au pluriel, Libre, reclus. Ah, voilà, Libre, reclus. Les 5 frères. D'accord, sur les 5 frères, ok, d'accord. Libre, reclus. Ah, reclus, pardon. Reclus, libre, les frères reclus avec une capitale. Ok, donc ça c'est... Quand on est reclus, on ne pense pas qu'on est libre. Donc ouais. Voilà, c'était ça. C'est un titre poétique que je voulais. Voilà. La place je vais aussi... en changer. Si vous ne l'avez pas compris tout de suite, il faut que j'en change. C'est peut-être aussi les cerveaux des fois un peu ralentis. On vous le refaites et puis on fait les étonnés. On peut faire les reclus si vous voulez. On peut faire les reclus. Ça laisse aussi le temps long finalement à l'écriture, ce que vous faites depuis longtemps aussi, puisque vous avez publié beaucoup d'ouvrages depuis longtemps maintenant, et ça passe peut-être aussi le temps à la marche. Je crois que vous marchez beaucoup, courir aussi, je crois que vous courez aussi, à un endroit que vous aimez particulièrement à Paris. C'est un endroit aussi marqué par l'histoire, dont vous faites aussi référence dans le jardin et la jungle. Ça laisse aussi le temps, bien sûr, de lire les autres articles, les autres journaux. J'imagine que vous le faites beaucoup aussi. Et puis ça laisse le temps de réfléchir sur ce qui se passe dans le monde. Alors, je vous disais... juste avant qu'on commence, c'est quand même catastrophique ce qu'il se passe là. Qu'est-ce qu'on fait pour vivre avec ça et comment vous le voyez vous? Et on arrive au livre puisqu'il évoque aussi le monde dans lequel on est en train. Je pense qu'à la place où je suis, je n'ai pas de mode d'emploi, mais ce que je peux faire pour ma part, c'est à la fois donner des éléments pour comprendre, y voir clair.
Parfois, je pense que déjà, ne pas se laisser prendre par la catastrophe comme un lapin dans les phares, ça veut dire essayer de ne pas être aveuglé, de ne pas être pris par nos propres peurs, par nos propres paniques, parce qu'il y a de quoi avoir des paniques. Je pensais là, dans notre conversation avant qu'on commence, à un texte qu'a fait Camus et qu'un ami qui est décédé qui était un homme de théâtre, Michel Vinavert, avait repris. Camus s'en prenait à l'esprit de lourdeur. Et il disait « Trop de gens confondent le tragique et le désespoir. Le tragique devrait être comme un grand coup de pied donné au malheur. » Et il disait « N'y prêtons pas la main à la catastrophe. Il est vain, n'y prêtons pas, pardon, attention, excusez-moi, ma machine qui me trahit, voilà. Donc, bon, j'appelle malheureux tous ceux qui n'ont à choisir qu'entre deux choses, devenir des bêtes féroces, et Dieu sait s'il y en a dans notre époque, ou de féroces dompteurs de bêtes. Auprès d'eux, je ne voudrais pas dresser ma tente. Donc, ne pas se laisser prendre par cet esprit d'accablement, et d'ailleurs, beaucoup de pouvoir aujourd'hui parient sur notre résignation. Donc, d'abord, essayer de voir clair, et ensuite ne pas se laisser paralyser par tout ça. Ce livre, en fait, a été saisi par les événements. Et c'est pour ça qu'il est. Vous avez dit pamphlet, moi j'aime bien le mot adresse parce que c'est pas un livre polémique, je ne crois pas. Mais en revanche, c'est une adresse au sens c'est un livre qui est écrit à l'oral, presque. On peut le lire. La première phrase, c'est Europe, qu'as-tu fait de ta promesse? C'est une adresse qu'on peut. À nous-mêmes, l'Europe étant là, pas les institutions européennes, mais ce continent, et de cette manière, avec Saint-Dié, on est au cœur de la relation de ce continent au monde. Et derrière ce continent, il y a son imaginaire politique, comment il s'est projeté sur le monde en inventant ce qui n'est pour moi bien plus qu'une réalité géographique, l'Occident, une réalité politique. Donc, le point de départ de ce livre était un discours prononcé il y a 2 ans de ça par un commissaire européen aux affaires étrangères qui les quitte là maintenant, M. Josep Borrell, un socialiste espagnol, un homme de bonne volonté qui, devant des diplomates européens, dit quelques mois après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'Europe est un jardin, un joli petit jardin, tout fonctionne, mais tout autour, c'est la jungle. Et la jungle risque d'envahir le jardin. Mais comme c'est un homme de bonne volonté, il dit non, on ne va pas pour autant construire des murs avec des barbelés pour empêcher la jungle d'envahir le jardin. Et il termine son discours en disant, vous, jardiniers européens, vous devez vous projeter dans la jungle. Bon, c'est un discours qui coche tous les clichés des civilisations supérieures, qui vont civiliser le monde et qui se sont projetés, pour le meilleur et pour le pire, sur le monde. Et c'est un débat qui existe depuis la dispute de Las Casas avec Sepúlveda sur les Indiens, depuis les essais de Montaigne, chacun trouve barbare ce qui n'est pas à son image, depuis les Lumières. Voilà, c'est cette question, est-ce qu'on est dans un rapport à l'autre comme quelque chose qu'on domine et qu'on rend étranger à soi-même, ou est-ce qu'on est dans l'idée qu'on va aller vers l'autre et on va justement voir la part d'étrange qu'il y a en nous-mêmes, la part de différence, etc. Et donc, j'étais parti pour critiquer ce discours en vision des élections européennes. Et puis là-dessus arrive ce qui est arrivé depuis le 7 octobre, les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, les massacres, commis par le Hamas, ressentis très légitimement comme une menace existentielle par la population israélienne, un peu comme le 11 septembre par les États-Unis d'Amérique, comme Pearl Harbor, comme un pogrom, c'est-à-dire on tue des civils, et évidemment c'est un crime. Et du coup, il y a cette réaction, un peu comme les États-Unis d'Amérique après le 11 septembre, cette réaction, cette surréaction de vengeance, qui, loin de résoudre les problèmes du monde, est en train de les aggraver, et qui, par ailleurs, nous met, nous, dans cette situation où ce discours de M. Borrell s'est trouvé en porte-à-faux, parce que tout d'un coup, il a été fracassé sur ce qu'on appelle le double standard. C'est-à-dire, s'il y a un jardin et une jungle, il faut dénoncer toutes les jungles. M. Borrell prononce ce discours contre la loi du plus fort,
que représente l'impérialisme russe et son invasion sur l'Ukraine. Mais c'est ça la loi de la jungle. Mais du coup, il faut faire de même sur le fait de tuer des civils, d'envahir un pays, de détruire, d'occuper un territoire contre le droit international. Bref, la violation du droit international ne peut pas être tolérée dans un cas parce que ce serait nous, une pointe avancée de l'Occident. D'ailleurs, les dirigeants israéliens parlent souvent d'Israël comme une villa dans la jungle. Et puis, de l'autre côté, le défendre et l'invoquer contre notre adversaire immédiat, qui est la Russie poutinienne, pour lequel je n'ai évidemment aucune tendresse. Et donc, du coup, à partir de cela, quand je dis ce livre a été percuté, j'ai écrit ce livre sous le choc de ces événements et de ce qui bousculait en nous, et y compris entre-temps en France, nous avons eu des événements politiques, mais aussi des événements dramatiques, au loin, hein, je pense à la Nouvelle-Calédonie, qui est une question qui m'est chère. Et donc j'ai voulu interpeller ça. Et du coup, le thème du livre qui prend toute cette image du jardin et de la jungle, hein, je reviens très souvent sur cette image du jardin et de la jungle, c'est comme ça qu'on termine avec Élisée Reclus à un moment. Mais par exemple, pour parler de la question coloniale et de son actualité, je démarre en effet à taille. Alors, voilà, il y a au Jardin des Plantes, je cours au minimum une fois par semaine, 1 heure, bon, et donc 9-10 km, et entre les deux serres, là, il y a une petite montée, et puis il y a un type, c'est moi, là, qui passe, qui dit « à taille !» Bon, en fait, c'est un arbre, l'orme blanc, qui a été planté quand on a restitué au Kanak les restes, dont le crâne de Ataï, qui était le chef de la grande révolte kanak de 1878. Révolte kanak dont a été témoin Louise Michel, hein, celle qui était une des 10 femmes de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, hein, et qui a d'ailleurs déchiré son drapeau rouge de communarde pour le remettre à des Kanaks qui allaient rejoindre cette grande révolte. Qui était une révolte contre une puissance qui vient prendre les terres, parquer les gens dans les réserves, détruire une culture, détruire une civilité, détruire... voilà, bon. Et tout cela qui est aujourd'hui au musée du Quai Branly, nous savons ce que c'est aujourd'hui. Donc nous devons être cohérents. Le musée du Quai Branly, qui est autour des arts premiers, son directeur est un Kanak. Hein, je dis ça. Voilà, ombre et lumière. Les lumières sont là, donc on doit suivre ces lumières. Donc, du coup, j'ai cette interpellation qui est pour vous toutes et tous. Elle nous dit quoi au bout du compte, puisque vous me demandiez comment on fait? Eh bien, elle dit, et je voudrais vous lire un petit passage de ce livre. Elle dit qu'au fond, il n'y a qu'une boussole. Si on est dans des temps obscurs, dans des temps qui nous inquiètent, pour le moins, et dans des temps où les ombres menacent, nous sommes de ceux qui disent non à l'ombre, hein, c'est un texte d'Aimé Césaire en 1941. Je fais juste un petit crochet, ça m'a ému au musée, ici même. Vous avez Yvan Goll ici, qui a été un poète surréaliste. Mais Yvan Goll, pendant la guerre, pour échapper, il était d'une famille juive, ici de Saint-Dié. Yvan Goll était un pseudonyme, un nom de plume, et il était à New York, avec les surréalistes. André Breton, le centenaire du manifeste surréaliste, c'est cette année. Et il fait une revue Hémisphère. Et c'est là qu'est publié il y en avait une petite d'abord, mais d'autres textes du cahier d'un retour au pays natal, qui est le grand poème d'Aimé Césaire. Donc voilà, tout ça fait lien. Et donc je reviens quand même à la boussole de l'égalité. Il n'y a qu'une boussole, c'est l'égalité. Et c'est tout le thème du livre, c'est-à-dire que nous sommes produits dans toutes nos œuvres communes de cette proclamation totalement folle. À l'époque, il n'y avait aucun droit politique, aucun droit démocratique, aucun droit des femmes, aucun droit social. Il y avait l'esclavage, il y avait toutes les logiques de puissance étaient à l'œuvre. Nous naissons libres et égaux en droit, sans distinction d'origine, de condition, de croyance, d'apparence, de sexe, de genre. C'est le moteur infini de l'émancipation. Et notre adversaire historique, qui a toutes sortes de visages selon les continents, et que nous appelons dans nos débats politiques l'extrême droite, et qui a des figures intellectuelles, je ne le mésestime pas du tout, dont une que je cite, qui est une figure qui a sa sculpture à Chambéry, du pays savoyard, qui est Joseph de Maistre, c'est ceux qui pensent l'inverse,
qu'il y a des inégalités naturelles, que nous naissons inégaux. Et notamment le point cardinal, et pour ça qu'ils ont toutes sortes de visages, ça va des mollahs iraniens aux masculinistes trompistes et autres. C'est évidemment le point qu'on retrouve toujours, c'est la domination du genre masculin sur les femmes. Mais évidemment, c'est... Voilà. Et du coup, c'est aussi l'étranger, l'ailleurs. L'étranger, il est forcément différent de moi, il est à rejeter, etc. Donc nous n'avons qu'une... Dans ce moment-là, et c'est pour ça qu'on ne doit pas transiger là-dessus, et encore moins en termes de droit international, nous découvrons cette question de la Cour internationale de justice, de la Cour pénale internationale. On ne doit pas transiger sur ce principe-là, car c'est la seule façon de trouver une échappée dans la nuit, l'égalité des droits. Et ça fédère toutes les questions, et y compris entre nous, quand vous réfléchissez, je dis c'est le moteur de l'émancipation, c'est aussi le moteur de la prise de conscience d'une écologie politique, d'une écologie de la politique, de ne pas être dans l'emprise, d'accepter que le vivant a des droits, et que ce n'est pas parce qu'on est superbement fort avec nos gros cerveaux de prématurés qu'on doit tous les droits sur le vivant. Alors pourquoi je voulais vous lire quelque chose ? Je vous dis pourquoi. Voilà. Je vais vous lire et vous dire après de quoi il s'agit. Notre droit de nous défendre contre l'extermination ne nous donne pas le droit d'opprimer les autres. L'occupation entraîne une domination étrangère. Une domination étrangère entraîne la résistance. La résistance entraîne la répression. La répression entraîne le terrorisme et le contre-terrorisme. Les victimes du terrorisme sont en général des innocents. La mainmise sur les territoires occupés fera de nous des assassins et des assassinés. Sortons des territoires occupés maintenant. C'est un texte qui est paru le 22 septembre 1967 dans le quotidien qui sauve l'honneur, pour moi, de la démocratie en Israël, le quotidien Haaretz, et qui a été signé par une petite poignée de citoyens israéliens après la conquête des territoires de 67, que Israël garde contre les résolutions de l'ONU, et qui ont entraîné Israël dans l'engrenage, pour moi, mortel du colonialisme, minant sa légitimité originelle, l'affaiblissant. Et ce texte, les gens qui ont écrit ce texte, qui pour la plupart ne sont plus de ce monde, ils ont écrit ça au nom d'une organisation démocratique, socialiste, israélienne, qui en hébreu s'appelle Matzpen. Et Matzpen, ça veut dire la boussole de l'égalité. Et c'est effectivement ce que vous essayez de montrer. Vous utilisez aussi l'histoire et parce qu'on ne peut pas explorer l'actualité, le monde d'aujourd'hui sans la connaissance du passé. Vous venez de nous le prouver avec 2-3 exemples que vous avez donnés. Vous ancrez vraiment ce texte-là dans des moments historiques, politiques, etc. Vous questionnez toute forme de domination. Et vous vous adressez à l'Europe, dites-vous, c'est une adresse à l'Europe. Je trouvais plutôt que vous vous adressiez aux hommes et aux femmes que nous étions tout de même, parce que plus particulièrement aux hommes aussi. C'est surtout ça que vous questionnez, c'est finalement le comportement des hommes face au monde, face aux autres, avec un grand A aussi. Et c'est ça que vous questionnez. Vous mettez en cause, bien évidemment, l'Europe telle qu'elle est en train de se construire, en oubliant ces principes fondamentaux. Vous le disiez, les premières phrases. Europe, qu'as-tu fait de ta promesse, celle d'une humanité commune et d'un droit universel, tu la revendiques et en même temps tu t'acharnes à la discréditer. Et c'est sur ça que vous creusez ce livre, et c'est sur tous les fondements de cette Europe et presque les mensonges finalement qu'on se fait, que l'homme se fait, et partout. Vous l'avez dit, vous déclinez la question de jardin et de jungle avec des exemples. Des exemples européens, mais des exemples mondiaux, des exemples dans l'histoire. Vous vous attachez aussi à 1948, une date importante pour ce qui se passe aussi aujourd'hui.
Alors, je referme le livre en me disant, mais oui, il a raison, bien sûr, l'égalité, etc. Ça requinque un peu, mais ça désespère aussi. Je vous le dis parce que finalement, je me dis qu'en vous lisant, on est forcément d'accord, mais aussi fortement désespéré. Ouais. Alors, moi, je me suis fait un mantra que je vous conseille. L'inquiétude est l'antichambre de l'espérance. C'est pas en se rassurant à bon compte qu'on trouve les réponses. Hein. Et c'est en acceptant ce dérangement, cette inquiétude, ce souci, et que nous pose la question toujours de la relation à l'autre, en clair, du refus de l'indifférence. C'est-à-dire, on a envie de ne plus voir tout ça. Et donc, le meilleur exemple pour moi, et le livre se termine dans une échappée qui nous amène vers la Méditerranée. Et on est ici à ce FIG avec le thème des terres au pluriel, ce qui m'a bien plu que ce soit au pluriel, et avec les Alpes en invité. Je rends hommage dans le livre à ce que j'appelle les solidaires, les hospitaliers. Ils sont marins ou ils sont alpinistes. J'ai accompagné les gens du Briançonnais, de tous migrants, qui sont guides de haute montagne. Leur problème n'est pas un engagement partisan. Ils ont vu cette jeunesse, parce que ce n'est pas la misère du monde qui vient à nous. C'est aussi une jeunesse qui cherche de l'espoir, qui cherche de l'horizon. Comme nous, en nous projetons sur le monde, nous avons voulu de l'espoir. Nous avons voulu de l'horizon. C'est l'histoire de l'humanité, hein. On bouge, on n'est pas assigné à résidence, on descend dans la vallée, puis on veut aller voir ailleurs, on veut aller voir la grande ville, et puis on veut aller voir les lointains, pas seulement pour gagner sa vie, pas seulement pour trouver du travail, mais aussi voilà, pour s'émanciper, s'échapper, hein. Ne pas être assigné, ne pas être coincé, ne pas être immobilisé. D'un point de vue, vous le voyez, y compris dans tous les témoignages qu'il y a, et ça vaut évidemment sur ce qui se passe actuellement, vous voyez bien, et c'est ça que je trouve terrible, à Gaza, bien sûr qu'il y a un but de guerre proclamé qui est d'en finir avec le Hamas. Mais on le voit bien, en fait, il y a un choix, et de ce point de vue, ce moyen-là saurait être justifié par la fin d'en finir avec une sociabilité d'une société, la Palestine. On détruit des boulangeries, des cafés, des universités, des écoles, des lieux de culte. On défie des endroits où on danse, des endroits où on se faisait plaisir, des endroits où on écoutait de la musique. C'est un pays, c'est un univers, et avec une sociabilité très très forte qui était en plus liée au fait d'être comme un ghetto, de ne pas pouvoir facilement circuler, pour le moins. Et on le voit dans tous les témoignages, dans les poèmes, dans les musiques, dans les artistes qui témoignent, hein, qui montrent, parce qu'il y a une force capacité justement de ne pas se laisser accabler par le malheur. Hein. Quand on a perdu une bonne partie de sa famille et tout, on ne se laisse pas. Hein. On se dit au contraire, on doit faire face. Et donc, je termine en effet je prends l'exemple des Briançonnais. J'ai récemment soutenu un film avec le président de SOS Méditerranée, qui est un marin. C'est un marin. Un marin. Il sait que le droit international de la mer, s'il y a des naufragés, des gens perdus en mer, on se détourne et on y va. Voilà. On y va. Il n'y a pas de premier de cordée, contrairement à un certain discours politique, qui est l'idée, la victoire du plus fort, du plus puissant, qui écrase la tête du suivant, qui marche sur la tête du suivant. Il n'y a que des cordées solidaires, il n'y a que du collectif qui permet de s'en sortir et justement de retrouver des réponses. Hein, voilà. Et je termine avec ça, c'est-à-dire parce que pour moi, un des symptômes de comment notre Europe peut tourner le dos à elle-même, c'est comment elle a la tentation de devenir une Europe forteresse. Voilà. Le monde frappe à notre porte, mais s'il frappe à notre porte, ce n'est pas pour nous piller, c'est aussi parce que, y compris, nos idées lui plaisent. Je suis ami avec le cinéaste Costa Gavras, qui est président de la Cinémathèque, et sur lequel j'ai fait un petit livre, et je fais une série documentaire sur son cinéma. J'ai fini un épisode qui est sur ses débuts. Il arrive à 22 ans à Paris. La première phrase de ce documentaire, c'est l'histoire d'un immigré, d'un chercheur de refuge, d'un demandeur de rêve.
Et c'est ça l'histoire de Costa Gavras. Il arrive, il ne parlait pas un mot de français, pratiquement pas. Il fuyait, il ne pouvait pas faire d'études. Il était empêché. Son père était considéré comme communiste en Grèce, avait été déporté dans les îles. Et puis il fait son chemin et il trouve une France qui est évidemment dans l'après-guerre, où on peut faire des études gratuitement, où on peut apprendre des choses. Donc voilà, et il va faire ce cinéma qui nous interroge et qui interroge politiquement l'ensemble de notre histoire jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il vient de terminer son 20e film. Donc le monde vient à nous comme un hommage à nous-mêmes, pas comme un problème, en se disant mais on veut la France, voilà, il y a la France, l'Europe, il y a des idéaux, il y a des valeurs, il y a des... En plus, dans un monde aujourd'hui où cette jeunesse, elle nous connaît mieux que nous, hein. Elle nous suit. Elle écoute, elle regarde les vidéos, elle s'intéresse, voilà. Et elle est dans un monde totalement interdépendant, voilà. Et regardez ce que nous sommes en train de faire, alors que tous les savants, les géographes, les démographes nous montrent bien que le problème central de l'Europe n'est pas l'immigration, que nous ne sommes qu'une petite part infime des migrations dans le monde. Et notre propre pays, nous en sommes à plus de 30 lois sur les migrations. En 40 ans, est-ce que ça a résolu des problèmes sociaux, des problèmes démocratiques, des problèmes écologiques? Non. Et à chaque fois, vous le voyez, quand on a une crise démocratique, la surenchère, c'est de parler des migrants comme l'obsession, etc. Et donc, j'interpelle cette question-là sur l'Europe. Aujourd'hui, c'est des choses qu'on ne voit pas. Mais la plus grosse... Il y a un endroit à Paris où on devrait envoyer toute notre classe politique pendant une semaine en les enfermant. C'est la cité de l'immigration. C'est à la Porte Dorée, c'est le très beau bâtiment qui reste d'une exposition coloniale de 1931. Et ils ont refait l'exposition permanente et elle est formidable. Et elle raconte ce que nous sommes, parce que nous sommes une Amérique de l'Europe, nous, par la constitution de notre peuple. Et ils avaient une sorte d'intuition là, au collège vosgien, au gymnase vosgien. Nous sommes une Amérique de l'Europe. Nous ne sommes pas un pays où on a les Allemands, pendant le 19e siècle, sont partis, les Italiens, les Belges, les Espagnols, les Portugais. Nous, on a plutôt été un creuset. C'est vraiment notre histoire spécifique. Pour moi, je pense que c'est une richesse, y compris de notre image dans le monde, de notre façon d'être reçu dans le monde, si nous sommes à la hauteur de ce rendez-vous. Alors pourquoi je dis qu'il faut aller voir, c'est qu'au-delà de ça, il y a une carte à un moment de la Méditerranée. Et puis il y a des ronds rouges sur voilà, un rond rouge, c'est un naufrage des migrants, des demandeurs de refuge qui meurent. Et vous avez une immense mare rouge autour du sud de l'Italie et de la Sicile. Et donc, je dis ça parce que ça nous permet de prendre conscience. La plus grosse agence européenne aujourd'hui en budget, c'est Frontex. Alors qu'on avait commencé par Mare Nostrum, c'est-à-dire dire, voilà, on doit vivre ensemble un petit peu, c'est notre mère commune. Et nul hasard si celui qui a développé cette agence, qui a dû partir sur un scandale, est aujourd'hui député du Rassemblement national au Parlement européen. C'est-à-dire qu'il a aussi l'idéologie que promeut cette obsession de la clôture et de la fermeture. Mais imaginez aujourd'hui, vous savez, un étudiant malien face à une junte militaire, un étudiant sénégalais, ce n'est pas une junte militaire, un jeune qui se dit mais c'est très difficile aujourd'hui de venir faire des études. Je vous cite Aimé Césaire, nous sommes contents de lire La Ferrière, tout ce monde qui est venu à nous, Léopold Sédar Senghor, etc. Mais le congrès des écrivains noirs en 1956 à la Sorbonne, mais ce monde aujourd'hui, il va au Canada, il va au Québec, et quoi, on ne l'accueille plus. Et comment on va se construire? Je pense aux générations suivantes. Cette clôture, c'est vraiment ce qui, loin de nous protéger, cette idée de la forteresse, je pense que ça nous affaiblit. Pardon, je suis trop long. Non, mais c'est parce que je réagis à ce que vous dites. Vous écrivez l'opération Mare Nostrum, lancée par la marine militaire italienne, entendait porter secours quand Frontex, pour frontières extérieures, soit l'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, entend rejeter et repousser. Et un peu plus loin, vous écrivez « Si la Méditerranée, notre mer commune, est devenue un cimetière marin, c'est bien par la faute d'une Europe qui, via Frontex, en a fait une frontière et un mur,
au lieu d'une voie d'accès, d'un passage faisant lien, d'un lieu de partage et de relations. C'est de cette façon que l'Europe fait silencieusement la pédagogie de la séparation des humanités, de la mise à distance des autres par leur effacement ou par leur expulsion, et qu'une nouvelle jungle politique envahit son prétendu jardin. Sont vos mots. Oui, bien sûr, une thématique à la fin. Vous avez parlé de l'année 1948. 1948 est l'année de l'acmé de la prise de conscience après la catastrophe européenne. Les Nations Unies n'ont pas encore de siège à New York, donc l'Assemblée générale des Nations Unies se tient à Paris, palais de Chaillot. Et c'est René Cassin, un compagnon de la libération, compagnon du général de Gaulle, un grand juriste, une figure du judaïsme laïque français, qui écrit la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est lui le principal rédacteur, avec, et ce n'est pas indifférent, le soutien d'une femme qui était très active, qui était la veuve du président Roosevelt, Eleanor Roosevelt, une grande figure démocrate américaine. Et donc cette même année, c'est aussi la création de la Cour internationale de justice dont vous avez entendu parler, dont tous les États, normalement, membres des Nations Unies, devraient respecter les décisions. Et voilà. Et c'est aussi l'année de la reconnaissance légitime par l'ensemble des vainqueurs du nazisme de l'État d'Israël, de sa naissance, de sa création, à partir du foyer national juif qui existait en Palestine mandataire, sous le mandat britannique, et du mouvement nationaliste juif, le sionisme. Comme je le dis dans le livre, comme je l'ai dit dans des articles de Mediapart, ce que nous devons regarder en face, aussi douloureux soit-il, c'est qu'on ne répare pas un crime, notre crime, le crime de génocide, le crime contre l'humanité, qui a été d'ailleurs défini juridiquement à ce moment-là, en laissant se commettre durablement une injustice sur le dos d'un autre peuple. Les Palestiniens, dont le droit à vivre normalement, dans un État normal, le but de guerre des dirigeants actuels de l'État israélien, à la différence de Rabin, qui a fait les accords avec Arafat et qui a eu le prix Nobel de la paix pour ça et qui a été assassiné par un extrémiste israélien, leur but de guerre, c'est d'empêcher qu'il y ait un État palestinien. Et comme ils ne veulent pas non plus un État binational avec une citoyenneté équivalente, puisqu'ils ont fait une loi fondamentale qui fait d'Israël un État des Juifs, un État juif, alors qu'il y a 20% de la population qui est de Palestiniens à nationalité israélienne, c'est évidemment qu'ils sont dans une logique identitaire de clôture, de rejet de l'autre et de fermeture, et où j'en viens donc à mon 4e événement de l'année 1948. Et c'est là où je dis, et c'est ça qui est sur notre actualité et sur nos épaules. En 1948, on n'a pas fini le travail. On s'est dit, on proclame tout ça, et puis même si ce n'est pas respecté, ça va faire un ordre international, ça va faire un droit international, ça va être opposable aux nations. Même si c'est difficile, ça va permettre d'avancer, et on avance comme ça, voilà. Mais il faut que les nations jouent le jeu. En l'occurrence, vous avez vu que le secrétaire général des Nations Unies a été déclaré non grata en Israël, État membre des Nations Unies. Donc voilà, donc ce qui est quand même problématique. Mais quand je dis nous n'avons pas fini le travail, c'est que cette même année 1948, à l'autre bout de notre planète, à l'extrême sud, quelque chose qui est issu de notre modernité, de notre histoire coloniale, le régime africanaire en Afrique du Sud invente en 1948 l'apartheid, la séparation. Et n'oubliez pas qu'apartheid, ça a une résonance même venue du français, l'africanaire a une part de mots français, c'est notre à part. On met à part. Negroes, colored, white people, à part. On ne se sépare pas, on ne se mélange pas. C'est aujourd'hui ce que nous devons affronter. La tentation du à part, de ne plus mélanger, de séparer. Et vous le voyez galoper sous nos yeux. Vous le voyez galoper dans une idéologie criminelle qui est celle qui est dans notre débat public, puisqu'elle est hélas d'origine française, qui est le grand remplacement. Une partie de notre peuple voudrait nous remplacer, donc il va falloir les chasser. On ne veut plus les voir disparaître, la remigration. Mais vous le voyez non pas à l'extrême. Il y a cette crise en Nouvelle-Calédonie, provoquée
par le travail de gribouille de l'actuel président, qui a défait la construction patiente par des gouvernements de gauche autour de Michel Rocard, sous la présidence de François Mitterrand, avec les accords de Nouméa, de Matignon, un travail y compris de la droite locale avec Jacques Lafleur contre elle-même, du camp indépendantiste contre lui-même, un processus de décolonisation, bon, tout ça a été mis à bas, et en donnant la main à nouveau à des ultimatistes, en l'occurrence les dirigeants caldoches, qui se réclament de la communauté caldoche, ne pas les identifier à toutes, qui ont dit, c'est Madame Baquès, elle a été secrétaire d'État à la citoyenneté, vous vous rendez compte, et elle a déclaré cet été qu'il faut séparer, qu'il faut que la province nord reste au Kanak, et la province sud, qui en plus est beaucoup plus diverse et n'est pas particulièrement, majoritairement à une seule communauté, voilà, elle dit on ne peut pas vivre ensemble, on doit séparer. Ces mots sont des mots terribles. Et cette tentation de l'apartheid, de la séparation, c'est ce que vous entendez dans le projet 2025 des gens qui soutiennent Donald Trump. Hein. Voilà, on va séparer, on ne va plus voir les autres. Alors pourquoi j'insiste beaucoup là-dessus ? Parce que nous, on sait que le crime de génocide a été la destruction des Juifs d'Europe, c'est passé par cette destruction industrielle des chambres à gaz. Mais d'abord, tout génocide n'a pas la même mécanique. Mais en revanche, il y a une mécanique, la même mécanique industrielle, la même mécanique technique. Puisque, par exemple, la Shoah a commencé par la Shoah par balle, voilà, un par un, babillards, des fosses communes. Voilà. Mais en revanche, il y a un processus politique, idéologique qui est commun, qui est justement ce point de départ où on s'habitue à l'idée de séparation. On ne veut plus les voir. Et je vous raconte, car c'est notre histoire que nous devons regarder en face. Nous sommes fin 1938. Il y a eu les accords de Munich, le lâche soulagement. Le régime nazi est considéré par les nations tout à fait tolérable. Donc il vient en visite à Paris. C'est M. Ribbentrop, le ministre des Affaires étrangères nazi. Il est reçu par le ministre des Affaires étrangères français. Vous comprendrez pourquoi je parlais de Saint-John Perse, qui sera tout de suite déchu de la nationalité par Pétain, et qui voit cette horreur. Il est toujours secrétaire général du Quai d'Orsay. Et Georges Bonnet, le ministre des Affaires étrangères, reçoit en grande pompe Ribbentrop. Avec un détail sordide, il y a un déjeuner d'État, une réception d'État, déjeuner ou dîner, j'ai oublié. J'ai oublié. Et les nazis disent, il y a 2 personnes qu'on ne veut pas voir à ce repas. Georges Mandel et Jean Zay, les 2 juifs membres du gouvernement. Et la Troisième République accepte. Et les 2, n'oubliez pas, vont être tués par la milice pétainiste. Bon. Mais là où je veux en venir, et ça a été raconté par Hannah Arendt, elle l'a souligné dans les origines du totalitarisme. Le ministre des Affaires étrangères français, un bonhomme radical socialiste, il va voter les pleins pouvoirs à Pétain, mais rien de faire d'horrible, il va reprendre sa carrière politique après, il va mourir dans son lit, il va être élu. Ça. Il dit, oui, monsieur Ribbentrop, nous sommes d'accord, il y en a trop. Il y en a trop. Alors, de quoi parlait-il toujours? Ça commence comme ça, c'est les poupées gigognes. Il parlait de l'immigration juive d'Europe centrale, des shtetl misérables, celles qui venaient, liberté, égalité, carte d'identité, qui travaillaient dans la confection, etc. Mais qui étaient le pays des droits de l'homme, heureux comme Dieu en France, c'était ça l'idée. Voilà. Et il dit, oui, il y en a trop. Mais vous savez, on a une solution, dit le ministre français. On a une grande île, très loin, elle est très peu peuplée, elle s'appelle Madagascar. On n'a qu'à les envoyer là-bas. L'office du Reich, qui, 1 an et demi plus tard, va faire l'extermination industrielle, va d'abord étudier le plan Madagascar. Et dans les comptes rendus de la conférence de Wannsee, le film allemand qui a été fait sur la conférence de Wannsee, il y a l'évocation du plan Madagascar. Il faut étudier, après ils vont se dire, c'est très loin, ça prend... Voilà. Donc il y avait d'abord l'idée, on les fait disparaître de notre vue. Et puis après, il y a l'idée, il y a l'opération Barbarossa, il y a etc. C'est plus simple, on va les faire disparaître tout simplement, en fait, pas si, terriblement, j'allais dire. Voilà, au sens les faire disparaître de ce monde, de la vie. Et on passe, parce qu'il faut se dire comment des gens diplômés, des hauts fonctionnaires,
des gens d'un pays civilisé, d'un pays techniquement développé, d'un pays cultivé, on va écouter un concert de Mozart, ou on va lire de la poésie, voilà, peuvent très, très simplement, il faut toujours ne jamais oublier ça. Il ne faut jamais oublier, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire cette horreur n'est pas la nôtre, elle a été la nôtre. Donc il faut toujours, quand je revisite ça, ma génération, c'est une façon de nous dire qu'il ne s'agit pas de se repentir, c'est pas mea culpa, mea maxima culpa, mais c'est de se dire, c'est un legs moral que nous devons, c'est comment ça arrive, hein, c'est pas, et comme il y a toute une littérature, comment ça arrive que des voisins exterminent. J'en ai parlé dans un livre précédent, l'appel à la vigilance, dans un génocide entre voisins, y compris au sein d'une famille, à coups de coutelas, de machettes, en faisant une pause à l'heure du déjeuner. Je parle évidemment du génocide rwandais. Comment ça arrive, hein, comment ça arrive? On n'est pas monstre, on n'est pas barbare. Hein, et donc, ces questions... Voilà, donc l'apartheid. En effet, l'apartheid, pour moi, la question migratoire, l'obsession de la question migratoire, et la façon d'installer une idéologie de la séparation qui est pour moi potentiellement une idéologie criminelle. Il y a l'idéologie de la séparation, et puis il y a une autre chose importante, c'est les riches et les puissants qui continuent à vouloir être de plus en plus riches et de plus en plus puissants. On va finir là-dessus parce que malheureusement, je viens de regarder l'heure et on a déjà un tout petit peu dépassé. Finir là-dessus peut-être en 2 minutes et on dépassera. Je précise tout de suite pour peut-être laisser la place à 2 questions, si vous êtes d'accord. On va un tout petit peu déborder, mais rapidement. Et c'est quand même important ce que vous écrivez, et c'est là où on arrive à Élisée Reclus et à Camus, ensemble. Un homme, ça s'empêche, fait dire Albert Camus à son père dans Le Premier Homme, un roman posthume, façon de dire que l'illimitisme, autrement dit l'absence de limite, est à la source de la toxicité de notre espèce, de ses dirigeants masculins fous d'eux-mêmes, comme de ces nations prétentieuses habitées par la puissance et surtout de ces classes dominantes avides de richesse et jamais rassasiées. Vous finissez avec ça, et là on en arrive à Reclus et à Camus, sur ces, finalement il y a le refus d'égalité et il y a l'envie de s'enrichir pour les plus puissants. Alors, il faut savoir, contrairement à une façon, comme c'est l'auteur le plus traduit, le plus lu français contemporain, enfin de notre histoire moderne, Camus est un peu, comment dire, statufié, et on oublie le côté justement en dehors hein, de Camus, le pas de côté. C'était un libertaire. Hein, c'était un libertaire. Il était ami à des réseaux anarchistes, comme justement les libertaires qu'étaient les frères Reclus, et notamment Élisée en premier. Et petite parenthèse, il y a eu, avec l'idée une terre sans peuple, un peuple sans terre, il y a eu dans la projection coloniale française en Algérie, et ce sont des gens que j'ai connus, il y a eu des libertaires qui ont été, avec des utopies d'égalité, qui ont été donc des gens qui se sont bien comportés, et notamment une famille qui est une famille de cœur que j'ai connue en Algérie, c'est la famille Pouget, et elle descend du frère d'Émile Pouget, le père Pénard, une figure du mouvement libertaire. Et ils étaient des Savoyards qui ont été en Algérie. Je dis ça pour dire qu'il y a toutes sortes de résonances. L'illimitisme, ce mot, ce néologisme que j'emploie, c'est une façon de dire que c'est aujourd'hui cela notre adversaire commun. Dont chacun a ses causes prioritaires, mais je pense qu'on a un adversaire commun. Et sincèrement, nous en avons une sorte de vision caricaturale dans notre vie politique post-électorale. C'est de responsables qui ne s'empêchent pas, qui ne s'empêchent de rien. Il n'y a pas de règle. Hein, et donc, c'est pour ça que ça nous tétanise. On dit, voilà, il y a des gens, et pour eux, il n'y a pas de règle. Hein, comme il n'y a pas de vainqueur comme au sport. Celui qui passe le premier, même à 1/10 de seconde, la ligne d'arrivée, c'est normalement lui qui a gagné. Ah non, il n'y a pas de vainqueur. Il n'y a pas de vainqueur, vous l'avez entendu. Il n'y a pas de vainqueur. Tout le monde a perdu. Il n'y a pas de vainqueur. C'est une défaite, mais tout le monde a perdu. Bon, et ainsi de suite. Ça, je parle de la séquence politique que nous vivons. Je parle aussi là-dedans de ce que fait à nous toutes et tous l'événement MeToo, qui pour moi est un événement anthropologique, qui pose cette question de comment notre genre, comme l'expliquait la grande Françoise Héritier, a une très longue durée de prédation, hein, voilà, qui est de domination, le droit
d'être le maître de la procréation, justement. C'est pour ça que Françoise Héritier disait combien le droit à la maîtrise de la procréation, à l'avortement, etc., était une révolution politique fondamentale, parce que tout d'un coup, les femmes pouvaient dire bah, c'est moi qui maîtrise, ce n'est pas, comme depuis des millénaires, l'homme qui décide. Et derrière tout ça, il y a un inconscient que nous voyons toutes et tous sous nos yeux par des révélations qui nous sidèrent. Pas tellement. En effet, ça concerne tous les milieux. Et c'est ça l'emprise. Hein, il n'y a pas de limite. Hein, ça ne s'empêche pas. Un homme, ça ne s'empêche pas. Et ça va, évidemment, l'extractivisme. Total a encore annoncé des résultats faramineux et en disant qu'il se donnait un objectif encore plus fort, alors qu'il y a des objectifs sur les gaz à effet de serre et tout. Ben, Total, qui est une entreprise mondiale et française, alors que nous n'avons pas de pétrole. Hein, donc ça a des conséquences sur les restes du monde. Eh ben, continue, hein, l'extractivisme. L'abus de pouvoir politique, évidemment la négation du droit international et de l'égalité entre les peuples et entre les nations. L'illimitisme est aujourd'hui notre ennemi commun. Et je pense que nos générations, toutes confondues, tout âge confondu, ont devant elles d'inventer une politique de la précaution, ce que j'appelle une politique sensible, une politique qui fait attention, une politique prudente, une politique qui ne se paye pas de mots. Pour ça que contrairement à ce que pensent ceux qui parfois me caricaturent, pour ma part, je ne tempête pas. Hein. Je pense que l'époque n'est pas à se faire plaisir avec des mots. L'époque est aux causes communes de l'égalité pour moi, et à ce chemin où on va vers l'autre, y compris l'autre qui a d'autres soucis que vous, qui a d'autres priorités que vous, mais qui peut se retrouver là-dessus. On peut se retrouver parce que c'est ce qui nous a fait, c'est ce qui fait que, voilà, je laisserai ceux qui croient à une inégalité naturelle et qui veulent absolument dominer les autres, mais en revanche, si on n'est pas dans cet illimitisme, cette formule de Camus dans ce roman posthume est formidable, un homme, ça s'empêche. Hein, et c'est ça, vivre ensemble. Vivre ensemble, ce n'est pas tout s'autoriser. Hein, c'est savoir s'empêcher dans une famille, dans une ville, dans une collectivité, dans un pays, dans un peuple, dans une tribune. Un homme, ça s'empêche. Et là, c'est exceptionnel parce que c'est un texte que j'ai retrouvé donc de Élisée Reclus qui, alors qu'il n'est pas encore au sommet de sa popularité, c'est avant de la Commune de Paris, c'est un commentaire qu'il fait d'un pionnier de l'écologie américaine, il avait beaucoup arpenté les États-Unis, Élisée. Et en fait, il fait un article dans la revue des Deux Mondes qui est la prise de conscience de combien nous sommes comptables de la Terre. Voilà. Et d'ailleurs, il y a même comment on l'enlaidit. Il y a même alors que ce n'était pas encore les mégapoles et tout, et comment on enlaidit la Terre, comment on doit prendre conscience. Je vais vous donner un exemple. J'ai été frontière, Alpes, j'étais à La Roya le week-end dernier pour animer cadre du Tour Alternativa, une table ronde sur les conséquences de la tempête Alex. La nature bouge et ça fait des dégâts. Des débats sur les transports, les lignes de proximité. Dieu sait si c'est une question, les gilets jaunes, la voiture, les transports, comme la question des déserts médicaux. Et puis troisièmement, l'agriculture. Et j'ai appris deux choses que je ne connaissais pas. Vous savez qu'en moyenne, un aliment qui arrive, un produit que vous mangez dans votre assiette, il a fait en moyenne en France 2500 km. Ça dit quelque chose. Et l'autre chose que j'ai appris, les Alpes-Maritimes, vous voyez, c'est beau, c'est pour ça que les milliardaires aiment mettre leur yacht et avoir des maisons. Et puis on n'était pas loin là du parc du Mercantour, tout ça est superbe. Hein. Eh bien, aujourd'hui, et c'était le chiffre que je vais vous donner, était à 50% dans les années 70. Aujourd'hui, en autonomie alimentaire, les Alpes-Maritimes ne peuvent nourrir que 1% de leur population. On a bétonné. On a fait venir, et on s'est habitué, et ça nous concerne tous, on s'habitue tous à ce que ça vient de voir. Et c'était les paysans qui étaient là, qui font leur travail de paysans, qui m'ont fait comprendre ça, qui racontaient ça, des gens de la Confédération paysanne, très unitaires, et qui font des choses aussi avec des gens de la FNSEA, hein, à la base, ça peut se retrouver, hein, quand c'est les causes communes, justement. Voilà, pardon, je me laisse enflammer, mais moi je pense que ce n'est pas si compliqué de s'en sortir, voilà. Si cet agenda-là,
on le proclame, on le reprend et on le construit nous-mêmes. Voilà. Pour finir avec les mots de Reclus, effectivement, il invite à prendre conscience de la responsabilité à l'égard du vivant du monde, alors que les travaux humains ont malheureusement pour résultat fatal d'appauvrir le sol, d'enlaidir la nature, de gâter les climats. Et il conclut par une invitation à cultiver notre jardin terrestre, favoriser chaque vie individuelle de plantes, d'animal ou d'homme, prendre définitivement conscience de notre humanité solidaire faisant corps avec la planète elle-même, embrasser du regard nos origines, notre présent, notre but rapproché, notre idéal lointain. C'est en cela que consiste le progrès. Ce sont les mots d'Élisée Reclus. On a dépassé l'heure, on n'a pas de temps illimité malheureusement, donc je suis désolée pour les questions, parce qu'il y a une conférence juste après. Mais vous reviendrez pour nous parler d'Élisée Reclus, volontiers, des libres reclus, ça y est, je l'ai compris, de toute façon. Voilà. Donc, voilà, merci infiniment.